Eh bien, bonjour. Je vais donc poursuivre la lecture de Jacou le Croquant de Jeanne Leroy. Alors, pour votre vous gouverne, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces lives, c'est vraiment du direct. Je lis, je décrypte le texte en même temps que vous. Du côté de Rouffignac, en deçà, il y avait Tourtel, qui appartenait à Monsieur de Barona, qui, à ce que j'ai ouï dire depuis, était un ancien juge du Parlement de Grenoble. Au-delà, il y avait le château du Chélard, où elle aurait encore pu trouver quelques journées, maintenant que le travail sortait. Mais ces endroits étaient trop loin de la Tuyère. À force de chercher, ma mère trouva s'employer chez un homme de Marancé, dont l'aîné était parti s'enrôler, car en ce moment, on ne tirait plus au sort depuis la chute de Napoléon. Cet homme, donc, ayant besoin de quelqu'un pour l'aider, car sa femme ne pouvait guère, ayant toujours un nourrisson au col et 5 ou 6 autres drôles autour de ses cotillons, prit ma mère à raison de 6 sous par jour et nourrit. Mais lorsqu'elle voulut parler de m'amener, comme chez Gérald, il lui dit roidement qu'il y avait bien assez de drôles chez lui pour le faire enrager, qu'il y en avait même trop, et qu'ainsi il n'en voulait pas davantage. Ma mère se désolant de ça, je lui dis de ne pas se faire de mauvais sang en raison de moi, que je resterais très bien seule à la Tuyère, sans avoir peur. Malgré ça, elle n'était pas plus contente, mais ainsi qu'on dit communément « besoin fait, vieille trottée ». Les pauvres gens ne font pas souvent à leur fantaisie, et il lui fallut se résigner. Tous les matins, donc, à la pique du jour, elle s'en allait à Marancé, qui était à environ 3/4 d'heure de chemin. Moi, je restais seule. Le premier jour, je ne bougeais guère de la maison et des environs, mais je m'ennuyais vite d'être ainsi casanier et je me risquais dans la forêt. Des loups, je n'en avais pas peur, sachant bien qu'en cette saison, où ils trouvent à manger les chiens, des moutons, des oies, de la poulaille, ils ne sont pas à craindre pour les gens. Ils dorment dans le fort sur leurs liteaux lorsqu'ils sont repus, ou sinon vont rôder au loin autour des troupeaux. D'ailleurs, j'avais dans ma poche le couteau de mon père, attaché au bout d'une ficelle, et avec un bâton accourci à ma taille, je me donnais de la hardiesse. Pour les voleurs, on disait bien qu'ils s'en cachaient dans la forêt, mais je n'y pensais point. C'est un souci dont les pauvres sont exempts. Malheureusement, il leur en reste assez d'autres. Dans les temps anciens, à ce qu'il paraît, la forêt était beaucoup plus vaste et considérable que maintenant, car elle s'étendait sur les paroisses de Faussemagne, de Millac, de Saint-Gérac, de Cendrieux, de Ladouze, de Mortemart, de Rouffignac, de Bar, et venait jusqu'aux portes de Tenon. Encore à cette époque où j'étais petit drôle, quoique moins grande qu'autrefois, elle était cependant bien plus étendue qu'aujourd'hui, car on l'a beaucoup défrichée depuis. Elle se divisait, ainsi qu'aujourd'hui, en plusieurs cantons, ayant un nom particulier. Forêt de l'Herme, forêt du lac Gendre, forêt de la Grand'Val, mais lorsqu'on parlait de tous ces bois qui se tenaient, on disait, comme on dit encore, la forêt barade, qui vaut autrement à dire comme la forêt fermée, parce qu'elle dépendait des seigneurs de Tenon, de la Motte, de l'Herme, qui défendaient d'y mener les troupeaux. Les bois n'étaient pas en trop bon état partout. Au temps où nous étions à la Tuyère,
On y avait mis le feu autrefois à quelques places, et puis l'ancien noble, à qui presque toutes ces forêts appartenaient à la Révolution, s'étant ruiné, disait-on, avait fait couper les futaies, avancé des coupes et finalement avait vendu la plus grande partie de ses bois pour un morceau de pain. Malgré ça, on y trouvait encore, quelques années après, des taillis épais et de beaux arbres dans les endroits difficiles à exploiter. Il y avait aussi, dans les endroits écartés, dans les fonçons perdus, des fourrés de rue, d'ajoncs, de genêts, de brandes, de bruyères, entremêlés de ronces et de fougères qui semblaient de petits arbres. C'est dans ces forêts impénétrables que les sangliers, appelés en patois porcs cinglards, avaient leur bauge, d'où ils sortaient la nuit pour aller fouir les champs de raves ou de pommes de terre autour des villages. On ne les voyait guère de jour, sinon lorsqu'ils étaient chassés par la meute du comte, ou bien c'était une laie traversant une clairière, au loin, suivie de ses petits trottinants après elle. Deux chemins coupaient la forêt. Le grand chemin royal de Bordeaux à Brive, ou autrement de Limoges à Bergerac, qui passait à Lermes, à la croix de Ruchard, où s'embranchait un chemin venant de Rouffignac, et ensuite allait, toujours en plein bois, jusqu'au Jarapigier, pour de là gagner Tenon. L'autre était le grand chemin de traverse d'Angoulême à Sarlat, qui venait de Millac d'Auberoche, passait près du lac Nègre, au lac Gendre, et à un quart de lieue de Las Mostras. Aller croiser le chemin de Bordeaux à Brive et se diriger vers Aurillac, en passant sur la gauche de Bar. Ces chemins n'étaient pas tenus comme les routes d'aujourd'hui. C'étaient, du moins les deux premiers, de grandes voies larges de 40 à 48 pieds, comme ça se voit encore, à des tronçons qui restent lorsque les riverains n'ont pas empiété. Elles montaient tout bonnement dans les montées, descendaient dans les descentes, sans rembler ni déblais, gazonnées par places, ravinées par d'autres, et s'en allaient directement où elles devaient aller, sans chercher de détour, tristes et grandioses entre les immenses bois noirs qui les bordaient. Quelquefois, en voyant l'espace d'une demi-lieue, ces routes s'allongeaient tout droit, jusqu'en haut d'une côte, sans un voyageur, sans un passant, pierreuse, aride ou verdissante, défoncée, envahie çà et là par les herbes sauvages ou des bruyères rases. Il semblait que cette voie déserte, ruinée, allait apparaître, escortée par des cavaliers de la maréchaussée, prévôtales, les mulets du fisc, portant les écus de la taille et de la gabelle dans les coffres du roi. Ailleurs, dans une combe sauvage, traversée par la route, c'était un fond d'aspect sinistre, humide l'été, dont l'hiver faisait une fondrière, loin de toute habitation, plein bois, entouré de halliers épais. Lorsque tombait la nuit, on se prenait à regarder autour de soi, comme si des voleurs de grands chemins étaient prêts à sortir des taillis sombres. Outre ces grands chemins, il y avait des pistes tracées par les charrettes qui enlevaient les brasses de bois, pistes qui s'effaçaient après l'exploitation des coupes, et des petits sentiers de braconniers qui s'enfonçaient dans les fourrés, serpentaient sous les taillis, suivaient les combes, contournaient les coteaux ou s'entrecroisaient à leur cime où était un poste pour le lièvre. On ne rencontrait guère jamais personne dans les bois. Quelquefois, le soir, on apercevait un paysan en bonnet de coton bleu, du foin dans ses sabots d'hiver, pieds nus l'été, cachant la batterie de son fusil sous sa veste déchirée, qui s'enfonçait dans les taillis et allait au clair de lune se poster à l'orée d'une clairière pour guetter le lièvre sortant de son fort et allant au gagnage, ou bien sur une carfouche hantée par les loups, attendre, caché derrière une touffe de genêt, la bête à l'oreille pointue qui, au milieu de la nuit, vient hurler sinistrement en levant le museau vers la lune. Dans la journée, de loin en loin, on trouvait sur ces petits chemins un garde-bois, sa plaque au bras, venant donner de la bruyère à couper ou
du bois à faire, et plus rarement encore, une file de 5 ou 6 mulets portant du charbon pour la forge des Hésies. Ainsi que tous les enfants de par chez nous, je grimpais comme un écureuil. Des fois, lorsque je trouvais un grand arbre sur la cime d'une haute butte, je montais jusqu'au faîte, et je regardais l'immensité des bois qui s'étendaient à perte de vue sur les plateaux, les croubes et les creux ravinés. Ça et là, dans une éclaircie, une maison isolée sur la lisière de la forêt, un clocher pointu au-dessus des masses sombres des bois, ou la fumée d'une charbonnière flottant lourdement comme une brume épaisse dans les combes et les fonds. De tous côtés, presque, les puits, les coteaux et les vallons s'enchevêtraient et s'étageaient pour gagner les plateaux du Haut-Périgord, tandis qu'au midi, dans le lointain, au-delà de la Vézère, les grandes collines du Périgord noir fermaient l'horizon bleuâtre. Autour de moi, nul bruit, quelquefois seulement le battement d'ailes d'un oiseau effarouché ou le passage dans le fourré d'un renard cheminant la queue traînante. Au loin, c'était le jappement d'un clair, le jappement clair d'un chien labri sur la voie du lièvre, ou la corne d'appel de quelques chasseurs huchant ses briquets, ou bien encore une vache bramant lamentablement après son veau, livré au boucher de Tenon. Puis, quand venait le midi, l'Angélus tintait à tous les clochers d'alentour. Faussemagne, Tenon, Bar, Rouffignac, Saint-Gérac, Milac d'Auberoche et la musique de toutes ces cloches aux sonorités variées s'épandaient sur la forêt silencieuse. Je restais là, enjuché sur mon arbre, rêvant à ces choses vagues qui passent dans les têtes d'enfants, aspirant les senteurs agresses qui montaient de la forêt, vaste herbier de plantes sauvages, chauffé par le soleil, écoutant le coucou chanter au fond des bois, et, plus au loin, un autre lui répondre, comme un écho affaibli. D'autres fois, c'était un gémioleur qui s'était appris à imiter les chats, autour des maisons, à la saison des cerises, et qui s'envolait bientôt en m'apercevant. J'aimais cette solitude, et ce quasi-silence qui amortissait, sans que j'y fisse attention, les cruels ressouvenirs de mon pauvre père, et tous les jours pendant que ma mère travaillait à m'arancer. Je courais dans les bois, mangeant une mique ou un morceau de pain porté dans ma poche, me gorgeant de fruits sauvages, buvant dans les creux où l'eau s'assemblait, car il n'y avait guère de source dans la forêt, et me couchant sur l'herbe lorsque j'étais là. Pas bien loin de Las Motras, il y avait dans un creux un petit lac appelé le Gour. On dit qu'on n'a jamais pu en sonder le fond, mais peut-être on n'a jamais bien essayé. En ce temps-là, le Gour était environné d'épais fourrés, et l'eau dormait là, tranquille et claire, ombragée par de grands arbres qu'elle réfléchissait, frênes, faillards ou hêtres, érables et chênes robustes. Il y avait même, penché sur le petit lac, un tremble argenté, venu là par hasard, dont les feuilles frémissaient avec un bruit léger comme celui d'une aile d'insecte. J'allais quelquefois me coucher là, sous les hautes fougères, et quand le soleil commençait à baisser, alors qu'aux environs un mâle de tourterelle roucoulait amoureusement, j'épiais les oiseaux, altérés par la chaleur du jour, qui venaient y boire. Il y en avait de toute espèce, geais, loriots, merles, grives, pinsons, linots, mésanges, fauvettes, rouge-gorge. Ils arrivaient voltant, se posaient sur une branche, tournaient la tête de droite, de gauche, et lorsqu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de danger, ils s'abattaient au bord du Gour et buvaient à gorgées, en levant le bec en l'air pour faire couler l'eau. Des fois, les uns se baignaient en faisant aller leurs ailes, comme des enfants qui battent l'eau à la baignade, et après se secouaient pour se sécher et s'éplumisser. Il me semblait, à moi, sur qui pesait toujours, quoique moins lourdement, le malheur de mon père, il me semblait, je dis, que ces petites bêtes, libres dans les bois, étaient heureuses, n'ayant souci de rien, se levant avec le soleil, se couchant avec lui,
et le jabot bien garni, dormant tranquille, la tête sur l'oreille. Pourtant, je me venais à penser aussi que l'hiver, elle n'était pas trop à leur affaire, lorsqu'il gelait fort et que la neige était épaisse. Il y en avait alors qui devaient jeûner. Les merles, les grives, les geais trouvent toujours quelques grains de genièvre, quelques prunelles de buisson, des baies de viorne ou de sureau, ou encore quelques alises restées à la cime de l'arbre. Mais les autres pauvres petits oisillons ne trouvent plus de graines, ni de bestioles à picorer, et si la neige tient, si le froid est dur, affaibli par le jeûne, une nuit où ils gênent à pierre fendre, ils tombent morts de la branche et restent là, le bec ouvert, les plumes hérissées, les pattes roides. D'autres fois, c'est un chat sauvage qui, dans l'obscurité, monte à l'arbre et les emporte, ou encore un chasseur à l'allumade qui vient avec sa lanterne, tandis que tout dort, et d'un coup de palette assomme les imprudents qui s'en jugent trop bas. Ah, il y a de la misère pour tous les êtres sur la terre. Le dimanche, ma mère restait à la Tuilière, bien contente d'être avec moi, et elle s'occupait de rapetisser nos pauvres hardes, qui en avaient grand besoin, surtout les miennes, car on pense bien qu'avec cette vie dans les bois, à traverser les ronciers, à grimper aux arbres, mes culottes et ma chemise envoyaient de rudes. Ce jour-là, elle faisait de la soupe avec quelque chose qu'on lui avait donné, ou avec des haricots que nous appelions mongettes. Et nous semblait bon de manger comme ça, ensemble, étant toute la semaine chacun de notre côté. La nécessité nous enseigne de bonne heure les enfants du pauvre. Lors donc j'étais seule, s'il restait un peu de bouillon, il le faisait chauffer quelquefois, et je me trempais de la soupe dans une petite soupière, mais ordinairement, j'aimais mieux aller courir. Avec ça, je mangeais des frottes d'ail, ménageant le sel, comme de juste, car il était cher, ou bien des pommes de terre à l'étouffer, des miques, et puis des fruits venus sur des arbres sauvages, semés par les oiseaux dans les bois, cerises, sorbes ou pommes, ou encore de mauvais persils ou alberges, trouvés dans quelques vignes, perdues à la lisière de la forêt. Des fois, ma mère me portait dans la poche de son tablier un morceau de milassou, dont elle s'était privée. La pauvre femme, mais il lui fallait se cacher pour ça, parce que l'homme de Marancé, qui regrettait le pain qu'on mangeait, se serait fâché s'il s'en était donné garde. Malgré tout, je profitais comme un arbre planté en bon terrain, et je devenais fort, quoique, n'ayant que 8 ans, j'en paraissais bien 10. Ma connaissance aussi s'était bien faite. Je parlais avec ma mère de choses que les enfants ignorent d'ordinaire, et je comprenais des affaires au-dessus de mon âge. Je crois que la misère et le malheur m'avaient ouvert l'entendement. Il y en a qui diront, alors vous viviez comme des Igounaous, des Huguenots? Vous n'alliez pas à la messe le dimanche, ni à Vêpres? Et non, nous n'y allions pas. Ma mère, la pauvre, croyait bien au paradis et à l'enfer. Elle savait bien qu'elle se damnait en faisant ainsi. D'ailleurs, elle ne pouvait l'ignorer, car le curé, l'ayant rencontré un soir qu'elle revenait, harassée de sa journée, le lui avait reproché, disant que de ne pas aller à la messe, de ne point se confesser, ni faire ses Pâques, c'était vivre comme la chenaille. Non, elle n'allait pas à l'église, et ne m'y menait point, faute de n'avoir le temps, disait-elle, mais il y avait autre chose. S'il faut dire la vérité, elle s'était brouillée avec le bon Dieu. Elle lui en voulait, et surtout à la Sainte Vierge, de ce que mon père avait été condamné. Elle convenait bien qu'il devait être puni, mais non pas de mort, parce que les vrais coupables, ceux qui l'avaient poussé à faire ce coup, c'était le comte, qui avait donné l'ordre injuste et méchant de tuer notre chienne.
et puis cette canaille de Laborie qui la poursuivait de ses propositions malhonnêtes. Je dis puni de mort, car en ce temps-là, ce n'était pas comme à présent, où les forçats sont mieux soignés et plus heureux là-bas dans les îles que les pauvres gens de par chez nous. Ceux qui tenaient 10 ans à cette vie des galères avaient la carcasse solide. Mais la plupart mouraient avant, surtout ceux qu'on envoyait à Rochefort, dans les marais de la Charente. Et justement, c'était là qu'on avait mis mon père, sur la demande du comte de Nanzac, comme M. Fongrave nous le fit savoir. Dans le commencement, comme on nous avait dit que Rochefort était plus près de la Tuyère que Brest ou Toulon, nous nous en contentions, comme si d'être séparés de 50 ou de 100 ou de 200 lieues, ça n'était pas la même chose pour nous. Mais depuis, j'ai su par un marinier de Saint-Léon que c'était là qu'on envoyait ceux dont on voulait se défaire. Et pour mon pauvre père, ça ne fut pas long. Tout le jour à travailler dans les boues de la rivière, nourri de mauvaises fèves, enchaîné la nuit sur le lit de planche, il attrapa les terribles fièvres du bagne. Et puis, la perte de sa liberté et le chagrin le minaient plus que la maladie. Aussi, au bout de quelques mois, le pauvre misérable mourut désespéré. L'avant-veille de la Toussaint, le maire fit appeler ma mère et lui dit brutalement devant le curé, qui était avec lui sur la place de l'église, « Ton homme est mort là-bas. Il y eut hier 15 jours. Tu peux lui faire dire des messes. » Les pauvres gens n'en ont pas besoin, répartit ma mère. Ils font leur enfer en ce monde. Et elle s'en alla. Il était nuit noire lorsqu'elle arriva à la Tuyère, où je l'attendais au coin du feu, en faisant cuire des châtaignes sous la cendre pour mon souper. Sans me rien dire, elle défit son mouchoir de tête, se recoiffant, elle cacha en dessous la pointe du mouchoir qui était ramenée en avant. Il faut dire qu'autrefois, il y avait des manières différentes de se coiffer en mouchoir. Les filles laissaient pendre un long bout par derrière, sur le cou, comme pour pêcher un mari. Les femmes glorieuses, d'avoir un homme, ramenaient fièrement ce bout en avant sur l'oreille, tandis que les pauvres veuves le cachaient sous leur coiffure, désolées de leur viduité. D'après cette explication, on comprend que ce bout de mouchoir, arrangé d'une certaine façon, était l'emblème du mariage désiré par les filles, possédé par les femmes et regretté par les veuves. Cela tout naïvement et sans penser à mal. En ce temps-là, je ne connaissais pas la signification de cette pointe de mouchoir, et je regardais faire ma mère, tout étonnée. Lorsqu'elle eut fini, elle prit une gibbe, sorte de forte serpe, au bout d'un long manche, et, me tenant par la main, elle m'emmena à travers la forêt. Elle marchait d'un pas rapide, m'obligeant ainsi à courir presque, muette, farouche, serrant ma main dans la sienne d'une pression égale et forte. Elle ne connaissait pas ainsi bien la forêt que l'homme de Lannion, et puis d'ailleurs son idée qui la poussait en avant l'empêchait de se bien diriger dans la nuit, de manière que, voulant aller à l'Herme, elle gauchit sur la droite beaucoup, vers le lac Nègre, ce que voyant et qu'elle avait failli son chemin, ma mère tourna droit vers le midi. Nous allons toujours sans mot dire, moi pressentant quelque chose de grave dans ce long silence, ému par avance à la pensée de quelque terrible révélation. Dans les bois, les feuilles secouées par un vent humide tombaient au pied des arbres, ou quelquefois, enlevées par une rafale, tourbillonnaient dans la nuit, passant sur nos têtes comme une innumerable troupe de sansonnets emportés par la bourrasque. Dans les sentiers semés de feuilles mortes, des flaques d'eau, pareilles à des miroirs sombres où rien ne se reflétait, clapotaient sous nos sabots, et nous marchions toujours grands pas, ma mère, sa gibbe sur l'épaule, moi entraîné par elle, et enveloppés tous deux
de l'obscurité sinistre des bois. Enfin, sur les 11 heures, nous vîmes sur la lisière de la forêt se dresser dans le ciel noir les toits pointus du château de Lerme, et ma mère pressa le pas en contournant le coteau pour éviter le village. En arrivant au découvert, le ciel se montra gris, rayé de bandes noirâtres, avec de grands nuages qui couraient vers l'est, poussés par le vent de travers. En rencontrant les fossés de l'enceinte, ma mère les longea, et s'arrêtant en face de la porte extérieure, la tête haute, les yeux brillants, les cotillons fouettés par le vent, me dit « Mon drôle, ton père est mort là-bas, aux galères, tué par le monsieur de Nanzac. Tu vas jurer de le venger. Fais comme moi. » Et suivant le rite antique des serments solennels, usité dans le peuple des paysans du Périgord depuis des milliers d'années, elle cracha dans sa main droite, fit une croix dans le crachat avec le premier doigt de la main gauche et tendit la main ouverte vers le château. « Vengeance contre les Nanzac, dit-elle 3 fois à haute voix. Et moi, je fis comme elle, et je répétai 3 fois « Vengeance contre les Nanzac ». Cela fait, tandis que les grands chiens hurlaient au chenil, ayant côtoyé les maisons du village endormi, nous fûmes prendre le vieux grand chemin royal qui passe près de l'Erme et traverse les bois en se dirigeant vers Thonon. 3/4 d'heure après, nous étions à la croix de Ruchard, qui se trouve maintenant sur la lisière de la forêt, et laissant le Salvetat sur la droite, nous rentrâmes dans les bois de la Grandval, suivant les sentiers pour revenir à la Tuyère, où nous fûmes rendus sur les 2 heures du matin. À l'âge que j'avais alors, le dormir est un besoin presque aussi fort que le manger et le boire. Lorsque je me réveillai le lendemain, il faisait grand jour, et j'étais seule dans le lit, ma mère étant partie de bonne heure au travail. Je restai là un moment, regardant à l'autre bout de notre masure une petite pluie fine qui, tombée par la tuyère effondrée, faisait une flaque dans le sol. Et lors je pensais à tous les malheurs qui nous tombaient dessus. La mort de mon père, quoiqu'elle m'eût fait une bien grosse peine, ne m'avait pas surpris, car nous nous y attendions, ma mère et moi. Souvent, parlant tous deux de ce que pouvait être cet enfer des galères, nous imaginions des choses si terribles, et pourtant si vraies, que la mort pouvait être considérée comme une délivrance. Oh, en être réduit à préférer la mort pour ceux qu'on aime, quelle triste chose. Aussi, quelle haine farouche pour les Nanzac, au grouillait en moi, pareil à un de ces nœuds de vipères accouplés que je trouvais parfois dans la forêt. Après ces tristes pensées, j'éprouvai du soulagement à sentir dans mon cœur une grande reconnaissance pour M. Fongrave, qui avait été si bon pour nous. Il me semblait que, tant que nous n'aurions pas en quelque manière marqué notre reconnaissance à l'avocat de mon père, je ne serais pas à mon aise. En cherchant moi-même ce que nous pourrions faire pour ça, je vins à penser que lui envoyer un lièvre, ça serait à propos. Je me souvins alors que, dans le tiroir du cabinet, il y avait des setons ou lacets de laiton dont se servait mon père, et sautant du lit incontinent, je mis ma culotte, soutenue à mode de bretelle par un bout de ficelle que j'avais faite avec du chanvre, et j'allai au tiroir. Je fus content de voir qu'il y avait une dizaine de setons, et sans plus tarder, je pris une mique, et en la mangeant, je m'en fus à la recherche de passages de lièvre où je pourrais en poser. Après avoir bien viré, tourné, je remarquai 3 coulées assez fréquentées. Et le soir, ayant flambé 3 de ces collets, je les cachai dans une poignée de fougères, et au soleil entrant ou couchant, si l'on veut, je m'en fus les placer. Je posai le premier dans un passage
à 2 pas du sentier, attaché à une forte poussée de chêne. J'en mis un autre sur la lisière d'un bois, à un endroit où j'avais connu que le lièvre passait souvent pour aller faire sa nuit dans les terres autour du village. Et enfin, le troisième, à la croisée de 2 petits sentiers qui devaient être un poste pour la chasse aux chiens courants. Le lendemain matin, de bonne heure, je m'en fus voir mes setons. Rien. Le surlendemain, rien encore. Le troisième jour, je trouvai qu'il m'en manquait un, enlevé sans doute par quelques gardes. Aux autres, rien encore. Je compris lors que je n'étais pas bien fin braconnier, mais je ne me décourageai point pour ça. En quoi j'eus raison, car le quatrième jour, approchant de mon dernier seton, je vis quelque chose de gris dans la coulée et je me mis à courir. C'était un beau lièvre, étendu mort, le poil encore humide de la rosée de la nuit. Je le ramassai et m'en galopai chez nous. Lorsque le soir ma mère vint, je lui montrai le lièvre en lui disant que c'était pour monsieur Fongrave que je l'avais attrapé. Elle me dit que c'était très bien, qu'il ne fallait jamais oublier ceux qui nous avaient fait du bien, et non plus ceux qui nous avaient fait du mal. Je n'avais garde d'oublier ceci, mais que faire, moi, drôle, d'une 8aine d'années? Comment venger la mort de mon père sur les messieurs de Nanzac? Ils étaient riches, puissants, la terre était à eux, ils avaient un château inabordable à leur volonté, des domestiques, des gardes armés, et moi, j'étais pauvre et chétif. Je pensais à ça souvent, sans rien imaginer. Preuve que je n'avais pas de nature d'idée tournée au mal, quand le mardi suivant, allant à Tenon avec ma mère pour tâcher de faire passer le lièvre à monsieur Fongrave, nous trouvâmes un homme qui portait un fusil à la bretelle et menait par une corde un méchant briquet qui avait le cou tout écorché. On causait en marchant et, entre autres propos, l'homme vint à nous dire que son chien s'était pris dans un seton et qu'heureusement, lui, étant tout prêt à couper de la bruyère, l'avait ouï gueuler et l'avait tiré du lacet à moitié étranglé. En entendant ça, je viens à penser que le comte de Nanzac, chassant souvent dans la forêt, je pourrais lui tuer des chiens par ce moyen. Et je fus content. À Tenon, ma mère trouva un marchand établi sur la place de la Clôtre, à Périgueux, qui venait souvent au marché les mardis, avec 2 mulets de bas portant ses marchandises. Cet homme nous dit connaître un monsieur Fongrave, qui lui avait plaidé une affaire et promis de lui rendre le lièvre le lendemain, certainement. Sur cette assurance, nous revînmes à la Tuyère. Je n'allais pas souvent dans la forêt de l'Erme, qui était aux messieurs de Nanzac, pour ne pas les rencontrer chassant ou leur garde. Mais un soir, ayant remarqué les endroits, j'y posai 2 solides setons, doublés et bien attachés à de fortes épées de chêne. Je m'en retournai tout en courant. Le lendemain, c'était jour de chasse, et de loin, j'entendais par intervalles la trompe du piqueur et les voix des chiens. Je ne sus rien de ce jour-là, et j'enrageai en moi-même. Quand, le surlendemain, étant dans la forêt de la Grandval, je trouvai entre les Morésies et le lac Vielle le piqueur de l'Erme qui sonnait des appels. Il me demanda si je n'avais pas vu un grand chien blanc et noir, marqué de feu aux pattes et au-dessus des yeux. Je lui répondis que non, et là-dessus, poussant son cheval, il s'en alla. Dans les villages aux entours de la forêt, on sut par ce piqueur que Tayote, le chien de tête, était perdu. Moi, je ne disais rien, mais je soupçonnais qu'il pourrait bien être étranglé mort au pied d'un petit chêne là-bas, dans la combe du loup. J'avais une forte envie de m'en ascertainer, mais la crainte d'être vu et d'attirer les soupçons sur moi me retenait. Cependant, perdant patience, le dimanche pendant la messe, sûr que tous, maîtres et domestiques, y étaient, je courus à la combe du loup. Ah, la tête de Théo était là par terre,
dans la coulée, et tout le reste avait disparu, mangé par les loups. Ils payaient pour notre pauvre chienne. Je détachai vite le seton, et je m'en revins tout fier et content de ce commencement de vengeance. Au château, personne ne se douta de rien, et lorsque quelques jours plus tard, Mascret trouva la tête de Taillotte, à moitié mangée par les fourmis, on crut que le chien, n'ayant pas retraité avec les autres, avait été attrapé la nuit par les loups. Chers amis, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je m'arrête en haut de la page 167.